Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier gourmand d'Angers pour cette vidéo spéciale top 10 ustensiles indispensables à avoir dans sa cuisine. Donc ce top 10, il est vraiment réservé à la cuisine avec un grand C, c'est-à-dire beaucoup de salé, un peu de sucré, en gros la cuisine que l'on fait à la maison. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que si vous êtes plutôt pâtisserie, si vous êtes du genre à faire beaucoup de gâteaux et des gâteaux un petit peu avancés à la maison, je vous réserve un top 10 spécial pour vous, c'est-à-dire un top 10 ustensiles indispensables pour la pâtisserie. Aujourd'hui, dans ce top 10, on va vraiment parler des bases, c'est-à-dire on va vraiment voir les 10 ustensiles indispensables de base qu'il faut avoir pour commencer la cuisine. Donc si vous aimez déjà un petit peu cuisiner, si vous êtes déjà un peu équipé, vous risquez d'avoir globalement tout ce qu'il y a dans ce top 10. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous prépare également une vidéo sur les ustensiles utiles, voire très utiles à avoir en plus dans sa cuisine. Et là, on parlera matériel un petit peu plus spécialisé, du genre pince à dresser, microplane, mandoline japonaise et plein d'autres choses. Des trucs que vous ne pourriez pas forcément avoir dans vos placards et qui sont pourtant très utiles. Donc ce top 10, il est éminemment subjectif. C'est le mien, c'est ce que j'ai jugé bon et indispensable d'avoir en tant que base pour démarrer la cuisine. Si jamais votre top 10 diffère du mien, mettez-le dans les commentaires, ce sera avec plaisir qu'on le comparera. J'ai eu énormément de mal à conclure ce top 10. Les chefs, j'ai eu beaucoup de mal à ne choisir que 10 ustensiles. Donc c'est pour ça que je vous en garde 2 bonus, 2 que j'ai vraiment hésité à classer dans ce top 10 pour la fin de la vidéo. On les découvrira ensemble. Donc on démarre tout de suite ce top 10 et par l'un des plus importants, l'un des plus indispensables, si c'est possible de dire ça, par le gros couteau. Donc le gros couteau, l'éminceur, le couteau de chef, peu importe comment vous l'appelez, c'est la même chose, hein, ça a le même nom, c'est juste différents noms, c'est des synonymes, mais ça désigne exactement le même ustensile. Donc là je vous en montre plusieurs qui sont, alors ils sont différents mais ils ont le même usage. Donc tout ça c'est des gros couteaux, c'est des couteaux de chef, c'est des éminceurs. Donc là eux ils ont une influence un petit peu plus japonaise dans le style et dans l'usage. Ils prennent des noms un peu différents. Il y a du santoku, il y a du couteau pelle. On va pas forcément s'étaler là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, si ça vous intéresse, on pourra en faire une vidéo dédiée sur les couteaux japonais. Après on a d'autres couteaux qui sont là, qui ont une influence un petit peu plus, c'est celle qu'on connaît d'habitude, hein, celle qu'on a en France et en Europe. Donc là, ils sont différents seulement dans la taille de la lame, dans l'épaisseur et dans le manche. Là, ça va vraiment une question personnelle de prise en main, de est-ce que je fais du meilleur travail avec une lame fine, une lame épaisse, une longue, une petite. C'est vraiment à vous de faire votre choix après à ce niveau-là. Donc ce gros couteau, cet éminceur, pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi est-ce qu'il est même indispensable? Parce que c'est lui qui va vous servir à faire toutes vos découpes. Alors vous allez avoir 2 couteaux indispensables, ça va être le gros et celui qui vient juste derrière dans ce top, c'est-à-dire le petit couteau qui va être hop juste ici. Donc il est vraiment beaucoup plus petit, hein. C'est pas le même usage, là on va vraiment faire du travail de précision. Le gros couteau, lui, va nous servir à faire tout ce qui est éminçage, tout ce qui est grosse découpe. On va venir découper du poisson, de la viande, on va émincer nos légumes, on va hacher, voilà, ça plein de découpes. Émincer, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est ce geste-là, je tire et je pousse. C'est le geste que l'on voit tous à la télévision pour les professionnels. Si jamais vous regardez Top Chef, vous avez forcément vu ce geste-là. C'est ce gros couteau qui va nous servir à ça. On ne peut pas faire ça avec un petit couteau, donc c'est vraiment important d'en avoir un. Choisissez-le bien, choisissez-le de qualité, aiguisez-le bien, c'est hyper important. Je ne m'étale pas sur le choix du couteau, je vous réserve une vidéo dédiée à ça. Donc on passe tout de suite au deuxième ustensile de ce top, vous l'avez compris, c'est le petit frère, c'est le petit couteau. Donc là je vous en ai choisi pareil, plusieurs, donc je vous en ai choisi 2 à peu près similaires qui sont là. Où là, ça va vraiment être le manche qui va différer. Ici, on a un manche en bois, ici un manche en plastique. La taille, l'épaisseur de la lame est quasiment identique, hein. Et la longueur aussi, on est un petit peu plus long sur le noir juste ici que sur celui en bois. Ça, pareil, ça va vraiment être votre choix personnel. Est-ce que vous préférez avoir une lame très longue, moyenne ou petite? Vous le découvrirez malheureusement en travaillant et en essayant différents couteaux. Donc celui-ci, l'autre est en métal, il a un manche en métal, la lame est beaucoup plus petite, beaucoup plus courte.
Et par contre, il est beaucoup plus lourd vu qu'il est d'un seul tenant en métal. Ça pareil, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo dédiée au choix du couteau. À savoir s'il faut prendre un couteau d'un seul tenant, s'il faut prendre un couteau avec des rivets, avec un manche en bois, avec un manche en plastique. Je vous précise rapidement ici, l'avantage du manche en plastique, c'est très facilement lavable comme le métal. Le bois, on évite de le passer au lave-vaisselle, ça peut quand même se faire mais ça risque de gonfler. Donc la différence entre par exemple ces deux couteaux, puisque le bois et le manche plastique noir ont la même épaisseur, par contre le métal et le bois ont une lame qui est vraiment différente au niveau de l'épaisseur. J'essaie de bien vous montrer. Le métal est vraiment beaucoup plus épais. La différence, ça va être également un choix personnel. Personnellement, je trouve que je fais du meilleur travail avec les lames fines. La lame épaisse me décale trop le produit, me fait trop d'ouverture dans mon produit quand je découpe et du coup, j'ai un petit peu du mal à travailler. L'avantage d'avoir cette lame courte, c'est qu'on a vraiment une prise en main qui peut être très très basse, un petit peu façon couteau à huître en fait, hein, pour travailler vraiment de précision avec la pointe du couteau. Ça peut être très très pratique, contrairement à une lame grande où tout de suite si on veut aller chercher la pointe du couteau, et bien on a exactement toute la main sur la lame et ça peut paraître un petit peu dangereux. Donc ce couteau, ce petit couteau, il est vraiment indispensable. On appelle ça également un couteau d'office. Il est vraiment indispensable. Pourquoi? Parce que ça va faire du travail de précision. On va être sur de l'épluchage, sur de la découpe de légumes. C'est vraiment difficile par exemple d'éplucher un légume, un oignon avec un gros couteau. Ça peut se faire, mais c'est quand même moins agréable qu'avec un petit. On va venir par exemple enlever les pédoncules de tomates, on va venir ciseler des oignons, on va venir travailler des légumes, on va pouvoir éplucher de la viande, c'est-à-dire enlever délicatement les nerfs, ce qui se fait moins facilement avec un gros couteau, ou alors il faut une meilleure habileté. Donc voilà, il y a énormément d'usages, on va pas tous les citer, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est un indispensable à avoir dans sa cuisine. On passe tout de suite à l'ustensile numéro 3 et ça va être un ustensile 3 et 4. Je vais faire d'une pierre deux coups, un petit peu comme j'aurais pu faire d'une pierre deux coups avec le gros couteau et le petit. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Je parle donc du fouet pâtissier. Alors je vous en ai choisi deux pour la simple raison que vous pouvez voir déjà, vous commencez à avoir l'habitude des différences maintenant. Des ustensiles, ils ne sont pas du tout pareils. Il y en a un qui est très paumé, c'est-à-dire, alors c'est pas qu'il est perdu complètement, c'est qu'il est rond en fait au bout. Vous voyez là, celui-ci est très fin et long. Celui-là, il part tout de suite en bombé et en arrondi. En fait, la différence entre les deux, ça va être que celui-ci est destiné à faire des émulsions, à émulsionner de la crème pour faire de la chantilly, à émulsionner des blancs d'œufs pour faire des œufs montés en neige, pour des mousses au chocolat, pour des guimauves, pour des îles flottantes, pour absolument tout ce que vous voulez à base de blancs d'œufs montés. Donc ça c'est le numéro 3 et pourquoi est-ce que je fais d'une pierre deux coups? Vous allez très vite comprendre, parce que mon numéro 4 c'est le batteur électrique, pardon. Pourquoi est-ce que je le mets d'une pierre deux coups avec le fouet? Parce que vous vous doutez bien que ça a la même utilité, ça a le même usage, un batteur électrique et un fouet manuel. Mais pourquoi est-ce que je l'intègre tout de suite? J'aurais pu le passer comme le petit couteau juste après. Eh bien non, parce que mon batteur électrique, il va venir remplacer l'un de mes deux fouets et il va venir remplacer celui-ci, le fouet paumé. Il va le remplacer à tel point que on va carrément l'enlever. On va carrément ne pas l'acheter, ne pas s'en servir. C'est vraiment ce que je vous conseille. Concentrez-vous sur un fouet comme celui-ci, assez fin, assez long, parce qu'en fait ce fouet il va vraiment nous aider à travailler par exemple des sauces émulsionnées comme du beurre blanc, de la béarnaise, de la hollandaise, les sauces qu'on va travailler à émulsionner à la main en casserole. Sa forme allongée et surtout fine va nous permettre d'émulsionner sans en mettre de partout. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille. Celui-ci, on va le reprendre un petit peu le pauvre. Quand même, le fouet très paumé, si on s'en sert pour faire des sauces émulsionnées en casserole, vu sa taille, il prendrait trop de place dans la casserole. On émulsionnerait déjà pas bien. En plus, on en mettrait absolument de partout. Donc c'est vraiment pas pratique. On va pas s'en servir. C'est vraiment quelque chose qui est réservé à l'émulsion de crème et de blanc d'œuf. Et c'est ce travail que va nous assurer absolument très bien notre batteur électrique. Le résultat est quasiment assuré. Ça prend pas trop de place. C'est très pratique. Et ça vous fait des super chantilly, des super blancs en neige
sans effort, il y a juste à attendre et à laisser tourner. Ce batteur électrique, il a une petite particularité. Alors en général, il est livré avec des crochets, ce que l'on appelle des crochets à pétrir. Alors ça, je vous les conseille pas forcément. De toute façon, vous n'avez pas le choix, en général, ils sont livrés avec. Mais personnellement, je n'arrive pas à m'en servir dans le sens où quand j'essaye de pétrir, j'ai essayé mais plein de fois, hein, je me suis dit allez, je réessaye au cas où. Mais quand j'essaye de pétrir des pâtes avec ces crochets, ça ne sert absolument à rien. En fait, la pâte se met au milieu puis ça fait juste des tours de manège. En fait, ça ne sert absolument à rien. Mieux vaut pétrir à la main ou alors avec un robot style KitchenAid, Chemex, Thermomix, peu importe ce que vous avez à la maison. Ce batteur électrique, donc il a une petite particularité, je vais vous les mettre ici sur la caméra, c'est donc des fouets avec des branches fines. Pourquoi est-ce que je vous parle de branches fines? Vous allez comprendre. Tout de suite, je prends un copain batteur électrique. Alors il est très rose, hein, celui-ci, mais il a surtout la particularité d'avoir des branches très très épaisses. Vous voyez, c'est impressionnant la différence. Alors il y a certainement un usage particulier à ces branches, mais moi, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, ces branches fines me servent uniquement à monter de la chantilly et des blancs en neige, ce que ces branches épaisses font très très mal. Donc forcément, si ça fait très mal, la seule utilité, autant ne pas s'en servir. Donc c'est mon conseil personnel. Si vous en avez un usage, très bien. Moi, je vous conseille de faire attention à la taille des branches et à ne pas acheter ce genre de choses si vous avez le même usage que moi. On passe donc à notre numéro 5 du top 10, vu qu'on vient de faire d'une pierre deux coups le troisième et le quatrième. Le top 5, c'est la planche à découper. Ça paraît tellement évident que j'ai failli l'oublier. C'est la planche à découper. Donc, parce que si tu n'as pas de planche à découper à la maison, tu peux découper sur une assiette, mais ça dure pas longtemps et c'est vraiment pas pratique. Et surtout, il n'y a pas ce confort d'émincer. Je reprends notre copain éminceur du tout début. Il n'y a pas ce confort de découpe. Voilà, ça ne bouge pas. C'est antidérapant là sur le modèle que je vous présente. Ce que je vous conseille, c'est à peu près ce format-là, c'est-à-dire un format quasiment A4, hein, A4+, donc le format d'une feuille à peu près. Ça vous offre assez d'espace pour travailler tranquillement. Vous mettez votre poubelle de table devant, vos ingrédients à côté et vous travaillez uniquement votre découpe dessus. Si vous voulez un petit peu une planche un peu plus grande, il y a des formats beaucoup plus grands. Personnellement, je préfère le format en bois. Je trouve ça plus chaleureux. Par contre, l'inconvénient, c'est que le bois, ça se passe pas au lave-vaisselle. Il faut le laver à la main exclusivement. Il faut le traiter avec un peu de vinaigre blanc pour éviter les bactéries. Ce format silicone, plastique, c'est ce que l'on a nous en restauration professionnelle. Le bois est interdit en restauration professionnelle pour des raisons d'hygiène que je viens de citer précédemment. Hein. Ça met plein de bactéries dans les micro-coupures. Après, il y a des études qui expliquent que les tanins du bois brûleraient peut-être les bactéries. Et donc, du coup, ce serait peut-être viable le bois niveau hygiène. Alors que le plastique, c'est une matière morte, entre guillemets. Donc, ça ne réagit pas. Ça laisse les bactéries vivre tranquillement. Bref, ça c'est un autre débat, mais globalement l'avantage de cette planche plastique silicone, c'est que vous pouvez passer ça, donc comme je l'ai dit, au lave-vaisselle, vous pouvez la désinfecter exactement comme vous voulez, ça ne craint rien. Si jamais vous n'avez pas à la maison de planche avec des parties ici antidérapantes, il n'y a aucun souci, vous mettez un sopalin humide ou un torchon si vous n'avez pas de sopalin à la maison ou si vous êtes du genre zéro déchet, c'est très bien les chefs. Il n'y a rien de pire qu'une planche qui bouge quand on découpe, qui tourne, qui va d'avant en arrière au gré de nos mouvements de couteau. Enfin, c'est insupportable, on découpe mal et c'est le meilleur moyen de se blesser. Faites-y attention, choisissez-la bien également. Donc on passe maintenant à notre numéro 6 de ce top 10 des ustensiles indispensables à avoir dans sa cuisine. Vous pouvez voir depuis le début, c'est vraiment la base de la cuisine, c'est vraiment les ustensiles qu'il faut avoir au minimum pour pouvoir travailler comme il faut. On va passer donc à l'économe. L'économe, c'est quoi? C'est l'éplucheur, c'est le pelle pomme de terre, le pelle patate, comme vous voulez l'appeler, ça représente exactement la même chose. Alors, pas tout à fait. Je précise d'emblée, le pelle pomme de terre, le pelle patate, le castor, le rasoir, ça va être cet ustensile-là. Alors celui-là, il est un petit peu moderne parce qu'il a une prise antidérapante. Il a une double lame, donc une lame lisse que vous connaissez habituellement, hein, celui qu'on a à la maison normalement. Il est en métal, c'est le vieux de la vieille avec qu'une seule lame et ça marche très très bien.
Il a donc cette lame lisse qui va servir exclusivement à éplucher les pommes de terre ou les carottes ou ce genre de légumes à police. Et il a une deuxième lame ici qui est dentelée. Alors j'essaie de bien vous la montrer. Ça permet de faire des juliennes, c'est-à-dire des fines lamelles de légumes, des fins bâtonnets de légumes. Alors ça, je vous le conseille pas forcément parce que c'est un peu passé. Ça, c'est exclusivement un épluche pommes de terre ou des légumes à peau rugueuse type la carotte. Franchement, voilà, hop, on va l'enlever carrément, exactement comme le fouet paumé de tout à l'heure. On le vire carrément parce que je vais vous présenter deux économes qui font exactement le même travail et qui sont beaucoup plus pratiques. Alors, les deux sont exactement les mêmes, c'est juste que celui-ci, c'est le mien que j'ai à la maison, qui est un petit peu abîmé parce qu'il a des années de cuisine et de restauration professionnelle dans les yeux et dans les dents, le pauvre. Mais la preuve que ça tient. Mais c'est exactement le même que celui-ci qui est quand même un petit peu plus neuf et plus joli. Globalement, les deux sont les mêmes. On retrouve ici la petite languette qui va venir. Alors là, ça se présente sous forme d'un petit pic et on l'avait là sur le pelle-patate ici, qui va nous permettre de tout simplement enlever les yeux des pommes de terre, c'est-à-dire les parties un petit peu noires, un petit peu attaquées de la pomme de terre ou d'autres légumes éventuellement qui auraient pu passer, c'est-à-dire légèrement daubés, légèrement piqués. Donc cette petite partie là qui sert à ça, mais surtout ce qui est très important, alors non seulement c'est cette prise en main manche, c'est-à-dire vraiment prise en main économe, comme on connaît normalement l'économe classique, c'est-à-dire avec ce manche et la lame ici rigide d'un seul tenant. Ces deux-là, c'est les mêmes, vous voyez qu'ils ont une lame amovible, elle bouge exactement comme celle du castor, comme celle du rasoir que je vous ai présenté juste avant. Et ça va être tout l'avantage, ça combine les avantages du rasoir et la prise en main agréable de l'économe. Vous pouvez faire exactement le même travail sur les pommes de terre que vous faites avec le rasoir. Et en plus, vous voyez, il est micro-dentelé. Alors voilà, j'essaie de vous montrer bien. Ces petites dents, ces toutes petites dents, ça accroche vraiment très très bien. Et ça permet d'attaquer des produits que l'on ne peut pas attaquer ni avec le rasoir, ni avec un économe à lame rigide. Par exemple, des tomates crues, des aubergines, du butternut, du potimarron, des choses avec des peaux très très épaisses ou très lisses comme l'aubergine et la tomate que je viens de citer. Eh ben, on peut venir les attaquer sans aucun problème avec ces économes à lame non seulement amovible, mais surtout micro-dentelée. Et c'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Je vous conseille de vraiment sortir de votre vie tous les autres économes et de courir investir dans un comme ça. Ça change la vie, ça remplace absolument tous les autres et c'est hyper pratique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cet économe tellement il est bien, tellement il est indispensable. J'en ai offert à mes petits élèves de CAP que j'adore en fin d'année, tellement il est bien, tellement je trouvais que c'était un super cadeau et maintenant ils s'en servent tout le temps. Je suis trop fier et celui-là il est très bien, mais on le vire de notre vie. On passe maintenant à notre 7e ustensile indispensable à avoir dans sa cuisine, c'est tout simplement une balance. Alors la balance électrique, la balance électronique, c'est mais clairement indispensable. À partir du moment où vous voulez faire un petit peu de recette où il n'y a pas des pesées en cuillère à soupe, il vous faut forcément une balance. Sinon, vous pouvez avoir un verre doseur, mais c'est beaucoup moins pratique un verre doseur qu'une balance électronique. Et je parle bien d'une balance électronique et pas d'une balance à aiguille comme avaient nos grands-mères parce que c'est quand même beaucoup moins fiable. Une balance à aiguille, c'est vraiment moins précis qu'une balance électronique qui va peser quasiment au gramme près. Alors pourquoi est-ce que je parle quasiment au gramme près? Parce qu'il existe des balances de précision. Alors ça, c'est vraiment la Rolls-Royce de la balance. Si vous voulez vous faire plaisir, courez en acheter une. C'est un budget. Et est-ce que vous en avez une utilité vraiment au quotidien? C'est la question. Pourquoi on se sert d'une balance de précision? Tout simplement en pâtisserie pour peser vraiment au gramme près, de chez près, les peser, les quantités de colorants par exemple. Un colorant c'est très très fort, si vous en mettez 1 gramme ou 2 grammes, c'est pas du tout la même chose et vous n'allez pas du tout avoir le même rendu de couleur. En pâtisserie professionnelle, ça compte, c'est important, sauf que vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous essayez de peser du sel ou du poivre par exemple pour faire, je n'en sais rien, votre terrine de foie gras à Noël pour l'assaisonner. Il faut tant de grammes au kilo, donc en général c'est du 7,5 grammes. Comment tu fais 7,5 grammes sur ta balance? Si vous avez déjà essayé, vous avez vu que c'est une galère, et ben les balances de précision vont servir à ça, à peser au gramme près, au demi-gramme près. Ça repère vraiment dès qu'il y a quelque chose de posé sur la balance.
Contrairement à la nôtre où des fois on met des quantités et ça repère pas et d'un coup, pouf, 10 grammes. Bah non, mais donc ça va vraiment être le gros avantage de la balance de précision. Après, je vous le disais, c'est un budget. Et pour la vie de tous les jours, pour la cuisine et la pâtisserie de tous les jours, vous pouvez sans problème vous suffire d'une balance classique. Alors la mienne, cette balance est à pile bouton. Il n'y a pas les piles. Conseil très rapide, achetez tout de suite dès que vous achetez votre balance, achetez une recharge de pile bouton parce que c'est toujours quand vous faites votre gâteau de l'année le dimanche après-midi que vous tombez en rade de pile. Donc foncez en acheter, c'est un conseil d'expérience, ça m'est arrivé et c'est très chiant. Donc il existe des balances qui sont aussi surprises, c'est-à-dire un peu comme un téléphone ou comme un ordinateur portable qui peuvent être branchés à une prise de courant, qui se rechargent et qui fonctionnent aussi bien sur secteur que débranchés sur batterie. Ça, c'est très bien. Ça vous permet une polyvalence incroyable. Donc, la balance de cuisine, un indispensable à avoir dans sa cuisine, ça me paraît tellement logique. C'est beaucoup plus pratique qu'un verre doseur, c'est beaucoup plus fiable qu'une balance à aiguille et vous ferez votre choix, pile, secteur, balance de précision ou pas. Là, c'est à vous de voir les chefs. Je vous parlais à l'instant de la balance et des pesées et également des pesées à la cuillère à soupe, que l'on pouvait voir ça dans certaines recettes, dans des magazines, dans des vidéos YouTube, peu importe. Et ben, on va faire la transition avec donc cette fameuse cuillère à soupe. Alors, je vous en ai préparé plusieurs, je vous en ai sélectionné plusieurs, 3, vous les reconnaissez, la cuillère à café, la cuillère à soupe, la fameuse, et une cuillère en bois, une grande cuillère en bois. Alors pourquoi est-ce que je vous ai choisi ces 3 cuillères là? Parce que tout simplement, la cuillère à café, c'est très pratique pour goûter, pour prendre des petits éléments pour mettre dans l'assiette, c'est très sympa, ça vous permet de faire des petites virgules de sauce comme dans les grands restaurants, c'est très bien. Et de toute façon, on a tous une cuillère à café, une cuillère à dessert à la maison, dans le pot à couvert. Donc de toute façon, vous l'avez. La cuillère à soupe, comme la cuillère à café, va vous servir pour faire des pesées. Comme je vous le disais juste avant avec la balance, on a tous vu dans des recettes des pesées en cuillère à café et en cuillère à soupe. Je vous conseille de choisir une cuillère à soupe et une cuillère à café et de les garder spécialement pour la pâtisserie et pour la cuisine. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous ai préparé une deuxième cuillère à soupe. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même taille. On est vraiment sur un gabarit différent. Si vous mettez une cuillère à soupe de farine de celle-ci ou de celle-là, votre recette va vraiment changer du tout au tout. Alors, pour être sûr, gardez toujours la même, repérez-la avec un sticker, avec ce que vous voulez, avec un manche particulier. Mais c'est mon conseil pratique. Gardez votre cuillère à soupe de côté. La cuillère en bois, elle va servir exclusivement à remuer des cuissons, à remuer des préparations chaudes. Je vous conseille donc le bois. Pourquoi? C'est chaleureux, c'est agréable sous la main. L'inconvénient, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ça passe mal ou voire pas du tout au lave-vaisselle. Ça a tendance à gonfler et du coup à se détériorer. Et l'avantage aussi, c'est que ça va empêcher de rayer vos fonds de casserole et vos fonds de poêle de travailler avec une cuillère en bois plutôt qu'en métal pour remuer. Je ne vous conseille pas la cuillère en silicone ou en plastique. Pourquoi? Parce que le silicone et le plastique, ça va fondre forcément. Ça fond pas comme du beurre, mais il va quand même y avoir des échanges avec vos préparations chaudes. Donc c'est pas sympa. On va vraiment privilégier une cuillère en bois. Ustensile numéro 9 de ce top 10. C'est un ustensile qui est vraiment très pratique. J'ai quand même hésité à le mettre dans ce top 10, mais vu tout ce qu'il fait, je ne pouvais pas ne pas le mettre. C'est tout simplement le mixeur plongeant. Alors le mixeur plongeant, donc vous le connaissez plutôt, hop, voilà, avec cette tête-là. Donc le mixeur plongeant avec multi-tête, ce que l'on appelle, c'est-à-dire qu'il est livré en général donc avec l'hélice comme ça pour mixer, mais également avec une tête fouet. Alors ça c'est vraiment en option. Si vous avez le fouet, le batteur électrique à la maison qu'on a présenté tout à l'heure, c'est clairement dispensable. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir d'ailleurs. Hop, on n'en reparlera pas, je le remets là-bas. Vous avez également le verre doseur, donc juste ici, hop, que je vous mets là, qui va vous servir en tant que verre doseur à doser, mais comme on a vu tout à l'heure avec la balance, c'est pas vraiment très pratique, mais surtout à mixer comme il faut, c'est-à-dire qu'en général il est adapté à votre mixeur plongeant et ça vous permet vraiment de mixer des préparations jusqu'au fond. Et vous avez enfin en général livré avec un mixeur façon bol. Donc ce mixeur là, il est également très pratique.
Le mien, il est à simple hélice. Je vous conseille, si vous pouvez en trouver un, à double hélice. Vous voyez la différence? C'est tout simplement qu'il y a un couteau de plus. Et ça, le double hélice fait vraiment du meilleur travail. Alors, quel intérêt de ça? Donc, le mixeur plongeant, la girafe, le mixeur à bras, peu importe comment vous l'appelez, ça désigne exactement la même chose. C'est cet ustensile là. L'objectif de ce mixeur plongeant, il est multiple. Ça va être donc de faire des émulsions, par exemple. Une émulsion, une écume, si vous voulez la faire un petit peu gastronomique, si vous voulez la jouer un peu grand restaurant. Pour vous inviter, il vous faut impérativement le mixeur plongeant pour faire passer un petit peu d'air et faire de l'écume. Il vous servira également à mixer des préparations qui se mixent assez mal, comme par exemple du pesto. Si vous voulez faire un pesto avec un mixeur à bol comme ça va vraiment être une galère, sauf si vous avez un blender, mais dans ce cas-là, on ne parle vraiment pas du même outil. La lame est en dessous, ça mixe très très bien. Mais ici, la lame est rotative à l'horizontale, donc ça mixe vraiment pas bien ce genre de préparation. Il faut un mixeur plongeant pour faire un pesto vraiment très homogène. Ça va vous servir également à mixer des potages. Vous mettez votre mixeur plongeant, c'est sa principale utilité dans votre potage, et vous mixez ça, ça vous fait un beau velouté. Le mixeur bol, lui, va nous servir à mixer tout ce que ne peut pas mixer le mixeur plongeant avec sa tête girafe. Donc on va venir le positionner par-dessus. Toc, comme ça, c'est très pratique. Et vous allez pouvoir mixer à l'intérieur tout ce que ne peut pas mixer le mixeur plongeant, c'est-à-dire tout ce qui se tasse. Par exemple, vous voulez faire un houmous avec du pois chiche, vous mettez votre houmous dans votre verre doseur, vous essayez de mixer, c'est une catastrophe. Vous voulez faire des boulettes de viande, vous voulez mixer de la viande avec des oignons et peu importe, vous devez mixer en mixeur bol, pardon. C'est vraiment une grosse différence, c'est très pratique d'avoir les deux, je vous le conseille. Les chefs. Enfin, les chefs, le dernier ustensile, le numéro 10. Alors, je vous le répète, c'est pas dans l'ordre, c'est pas forcément le plus important ou le moins important, mais il est quand même, à mes yeux, hyper important. Ce sera peut-être le plus controversé. C'est le fusil à affûter, mais également l'aiguiseur. Alors, là, c'est un aiguiseur manuel. La pierre à aiguiser, hop, je vous la sors de son emballage. Ça, c'est la mienne à la maison. Donc pour ceux qui veulent la marque, c'est cette marque là, j'ai pas d'action chez eux, mais je suis assez satisfait de la pierre. Donc si vous voulez investir, je vous conseille celle-là parce que j'en ai pas essayé d'autres tout simplement. Et également la version de compète, les guiseurs et affûteurs électriques. Alors pourquoi est-ce que je vous présente tout ça? C'est très important, tout simplement parce que ça va pas faire le même travail. Vous avez ici l'affûteur, le fusil qui va venir terminer le fil de votre couteau. Et ici, un aiguiseur manuel. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente ces deux-là? Parce que c'est le combo que je vous conseille. C'est ce qui coûte globalement le moins cher et qui va être le plus polyvalent. Pourquoi? Parce que cet aiguiseur manuel, alors ça c'est de la marque Sabatier, j'ai pas d'action chez eux, mais je vous conseille cette marque-là, ou du moins de la même gamme. Évitez d'acheter des aiguiseurs que l'on peut voir en bout de caisse, en grande surface. C'est vraiment pas de la top qualité, c'est des pierres qui roulent, ça fait pas du super bon travail. Achetez vraiment quelque chose de bonne qualité, c'est hyper important pour aiguiser vos couteaux et vous faire plaisir à la découpe. Donc un aiguiseur, qu'est-ce que c'est? Ça va créer le fil de votre couteau. Ça va vraiment venir raboter la lame de votre couteau pour créer un mordant, pour créer quelque chose qui découpe en fait, un fil. C'est ce qu'on appelle un fil. Et l'affûteur va venir finir ce fil. Donc pour que l'affûteur, pour que le fusil soit utile, il faut qu'il y ait déjà un fil. Donc la grosse différence est là, c'est pour ça que je vous mets le combo ensemble. Fusil et aiguiseur, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez acheter un aiguiseur tout seul, mais c'est quand même mieux de finir le travail avec un fusil. La pierre à aiguiser, la pierre à affûter, c'est tout simplement ça. Alors ça ressemble un peu à une gomme, hein. C'est assez rigolo. Pourquoi? Parce que vous avez deux faces. Et vous voyez, vous avez ici des numéros. 1000, 3000. Alors ça correspond au grain de la pierre. Plus le numéro est élevé, plus le grain est fin, plus ça vous fait un fil fin et tranchant et durable. Cette pierre à aiguiser, à affûter, tout simplement, pourquoi est-ce que j'emploie les deux termes? Je viens de dire qu'ils étaient différents. D'ailleurs, je vous prépare les chefs une vidéo à ce niveau-là, sur ce propos, c'est-à-dire quelle est la différence entre aiguiser et affûter. On vient d'en parler rapidement, et comment aiguiser et affûter ses couteaux.
Donc pourquoi est-ce que je parle de ces termes qui sont pourtant différents pour la même pierre? Parce que elle va normalement servir à aiguiser vos couteaux, c'est-à-dire à créer un fil, à le rétablir si jamais il est un peu détérioré. Mais elle peut servir également d'affûtage parce que si vous montez très haut en chiffres, il y a du 8000, 10 000, 12 000, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de passer au fusil derrière un grain 8000, 10 000, 12 000. Ça ne serait pas forcément cohérent. Donc si vous voulez faire d'une pierre deux coups, en fait, c'est vu que c'est une pierre à affûter. Ok. Ça peut être très pratique d'avoir d'investir sur de la pierre à aiguiser. Alors il y en a des vraiment très très chers, on est sur du 90, 100 euros. Là c'est vraiment quand vous avez du grain très très fin, quand vous montez sur du 8000, 10 000. Mais vous pouvez en avoir pour du 1000, 3000 comme ça, ça fait vraiment du super boulot. Ça peut suffire largement à la maison. Vous pouvez en avoir pour une trentaine d'euros, quarantaine d'euros. C'est un très bon investissement. Le dernier, mais pas des moindres, l'aiguiseur et affûteur électrique. Alors j'emploie encore ces deux mots. Pourquoi? Parce qu'il a, lui, véritablement les deux fonctions. C'est-à-dire qu'il a ici deux encoches pour aiguiser, où c'est des pierres qui roulent, c'est des petites meules en fait, vu qu'il y a une prise électrique, elles sont actionnées par le moteur et ça vient raboter votre fil de couteau, ça vous crée un fil de couteau ou ça vous le refait si jamais il est détérioré. Et vous avez ici une troisième fente, ici un troisième usage pour aiguiser, pour affûter, pour terminer le fil du couteau. Donc un petit peu comme le fusil, c'est comme si on mettait le fusil ici et l'aiguiseur là en fait, sauf que vous avez ici une action électrique, c'est entraîné par un moteur, du coup vous n'avez rien à faire, c'est un petit peu comme une petite meule. L'avantage de cet aiguiseur électrique, alors il coûte assez cher, vous le trouverez en général autour des 60-70 euros voire 80, donc c'est un gros investissement. L'avantage c'est que ça fait également les ciseaux et les couteaux à dents comme le couteau à pain par exemple, donc c'est assez pratique si vous en avez un usage régulier, ça peut être sympa. Les chefs, je vous avais promis deux ustensiles bonus, tout simplement, c'est les ustensiles que j'ai vraiment hésité à classer dans ce top 10, ça a été difficile de faire mon choix. Je me suis dit, allez, je les présente quand même en bonus, ça sera un petit cadeau et je peux pas quand même passer à côté. Le premier ustensile de ce bonus, c'est la Maryse. Alors la Maryse, c'est qui Maryse? C'est tout simplement cette spatule en plastique, en silicone, alors plus ou moins souple. Vous voyez qu'il y en avait des vraiment différents. On va pas trop en parler aujourd'hui parce que je vous fais vraiment un top 10 spécial pâtisserie et elle se retrouvera évidemment dedans. On en parlera plus en profondeur à ce moment-là, mais c'est vraiment très pratique. Ça permet de racler des bols, d'intégrer des blancs en neige, des sauces. Ça permet vraiment de récurer absolument toutes vos casseroles et vos bols sans en laisser une seule trace. Pour moi, on peut faire à peu près plus ou moins bien le même travail avec une cuillère. Évidemment, ça abîme un peu vos bols et on récupère pas forcément tout ni aussi rapidement. Mais du coup, j'ai préféré laisser la place à la cuillère qui a plus d'usage en cuisine et laisser Maryse dans le top 10 pâtisserie. Et enfin, les chefs, le deuxième bonus, c'est tout simplement le rouleau à pâtisserie. Alors c'est très pâtisserie entre la Maryse et le rouleau. Il se retrouvera évidemment lui aussi dans le top 10 de la pâtisserie. Comment pâtisser sans un rouleau. Je vous en présente 3 aujourd'hui, donc pareil, on va pas s'étaler là-dessus. Mais ce rouleau à pâtisserie, il est vraiment indispensable en pâtisserie, mais voilà, vraiment que pour un usage pâtissier. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le mettre aujourd'hui dans ce top 10, mais que je vous le présente quand même aujourd'hui. Voilà les chefs, c'est terminé pour ce top 10 des ustensiles indispensables à avoir dans sa cuisine pour bien démarrer la cuisine avec un grand C, donc beaucoup de salé, un petit peu de sucré, comme on a pu le voir au fil des ustensiles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos top 10 à vous dans les commentaires, histoire de comparer un petit peu, ce sera sympa d'en discuter. On se retrouve pour toutes les vidéos dont on a parlé au cours de celle-ci qui arrive très bientôt. En attendant les chefs, je vous souhaite une très belle journée. Cuisinez bien, c'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.